Il avait accepté ce travail comme il en avait accepté tant d'autres, de manière pratique, sans autres attentes que le salaire. Daniel ne cherchait ni lien ni affection, seulement le contrôle. L'annonce décrivait un patient âgé à un stade avancé d'une maladie dégénérative nécessitant des soins constants. C'était, en théorie, l'emploi parfait, une grande maison silencieuse, isolée et un seul malade à surveiller. Mais lorsqu'il entra pour la première fois dans ce manoir en ruine, l'odeur de poussière et d'abandon mêlée à l'odeur douce amère des médicaments provoqua en lui une étrange inquiétude, comme s'il avait franchi un seuil invisible. L'infirmier, habitué à côtoyer quotidiennement la décadence du corps humain, se sentit observé par quelque chose de plus grand que la maladie. Il ne le savait pas encore, mais en ce lieu, le passé l'attendait, patient et cruel, prêt à recouvrer une dette dont il ignorait même l'existence. Antonio, l'homme qui avait été un jour imposant et respecté, gisait maintenant dans un lit orthopédique, prisonnier d'un corps qui se délitait peu à peu. Il y avait en lui une docilité presque infantile, rompue seulement par de rares éclairs de lucidité où une arrogance froide brillait dans ses yeux ternes. Daniel observait cette alternance avec le calme clinique d'un spécialiste, ajustant la perfusion, vérifiant les dosages, consignant les symptômes. Cependant, quelque chose le déconcertait. La maison semblait parler plus que le patient. Les dalles et disques, murs couverts de portraits anciens, la bibliothèque aux livres à la couverture usée, le piano poussiéreux dans le salon, tout dénonçait une vie de statut et de prestige que le temps avait réduite au silence. Et, au centre de tout, ce vieil homme qui reconnaissait à peine son propre nom. Daniel ne savait pas encore que derrière cette fragilité se cachait le fantôme le plus intime de sa propre histoire. Les premiers jours, Daniel maintint la froideur qui l'avait rendu reconnu parmi ses collègues. C'était un soignant impeccable. Horaire strict, dose correcte, tout était consigné dans des rapports méticuleux. La famille lointaine d'Antonio, presque inexistante, payait bien justement pour ne pas avoir à s'inquiéter. Cela lui offrait l'espace qu'il avait toujours préféré, la solitude. Pourtant, il y avait quelque chose de gênant à chaque visite dans la chambre, un poids silencieux dans l'air, comme si chaque mur de cette maison témoignait de secrets mal enterrés. Daniel percevait des détails que d'autres auraient ignorés. Une chevalière brillante aux doigts maigres du vieil homme, le même symbole qui hantait les souvenirs diffus d'une enfance qu'il tentait d'oublier. Il n'y accorda pas d'importance immédiate, mais chaque nuit, cet éclat revenait à son esprit comme une étincelle de mémoire pas encore révélée. Le malaise se transforma en soupçon lorsque, en rangeant l'armoire du patient, Daniel trouva une photographie jaunie, oubliée entre de vieilles chemises. Sur celle-ci, un homme plus jeune, altier, arborait exactement la même bague. La ressemblance avec le malade dans son lit était évidente. Mais ce qui fit accélérer le cœur de l'infirmier fut la sensation d'avoir déjà vu ce visage ailleurs, dans des souvenirs épars, dans des murmures d'enfance, dans les couloirs de l'orphelinat. Daniel referma le tiroir avec force, réprimant l'anxiété. Il n'était pas un homme qui croyait aux coïncidences. Pour lui, tout obéissait à une logique, aussi cruelle soit-elle. Et cette maison commençait à révéler qu'il existait un lien profond entre son passé et son présent, comme s'il avait été attiré là par une force qu'il ne pouvait plus ignorer. Cette nuit-là, seul dans sa chambre improvisée au sein de la maison, Daniel ne parvint pas à dormir. Le silence n'était rompu que par le tic-tac d'une vieille horloge dans le couloir, comme si le temps se moquait de lui. La photographie qu'il avait trouvée semblait brûler dans sa mémoire, réveillant des fragments de souvenirs qu'il avait passé des décennies à enfouir. Il se souvenait d'une main qui le repoussait, de regards froids, d'un objet brillant qui semblait toujours hors de portée. Il n'avait pas de souvenir clair de son enfance avant l'orphelinat, seulement des impressions nébuleuses comme des rêves récurrents. Mais maintenant, chaque détail du manoir semblait se connecter à ses mémoires dispersées. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Daniel sentit le contrôle lui échapper.
Ce n'était pas seulement un travail, c'était un piège, et il devait découvrir qui l'avait monté. Le lendemain, en effectuant sa routine de soins, Daniel observa Antonio avec plus d'attention. Le vieil homme respirait avec difficulté, les yeux errants, perdus dans le vide. Mais un instant, alors qu'on l'aidait à s'asseoir, il fixa l'infirmier avec une clarté troublante. « Vous avez ses yeux », murmura-t-il, avant de se perdre à nouveau dans le voile de la démence. Daniel se figea. Il ne demanda pas qui était elle. Il n'en avait pas besoin. Cette phrase, lâchée et presque inaudible, se planta en lui comme une sentence. Il y avait quelqu'un derrière son histoire, une femme dont la présence avait été effacée, mais dont les yeux, il le savait maintenant, se reflétaient dans le miroir chaque matin lorsqu'il se regardait. L'infirmier continua les soins comme si de rien n'était, mais à l'intérieur, il se sentait comme s'il venait d'ouvrir la porte d'un secret qui pourrait le consumer entièrement. Mu par une inquiétude croissante, Daniel commença à explorer les pièces de la maison chaque fois qu'il était certain que personne ne pourrait le surprendre. Les couloirs étroits abritaient des armoires fermées, des tiroirs verrouillés et des boîtes en carton empilées qui sentaient le moisi et l'abandon. Ce fut lors d'une de ses recherches silencieuses qu'il trouva une boîte en métal cachée au fond d'une garde-robe. En l'ouvrant, l'air ancien et dense s'échappa, révélant des documents d'une autre époque. Parmi des papiers jaunis et des lettres oubliées, il y avait un acte de naissance. Le cœur de Daniel s'emballa lorsqu'il lut son propre nom, mais pas tel qu'il le connaissait. Un autre nom, une autre identité, accompagnée d'un billet écrit d'une calligraphie ferme et froide. Il n'y avait ni tendresse, ni justification émotionnelle, seulement une phrase objective. Impossible d'élever l'enfant. Transféré à l'orphelinat. Daniel resta immobile, comme si le monde, autour de lui, s'était arrêté. Le billet ne portait aucun regret, seulement l'indifférence pragmatique de quelqu'un qui traite un fils comme un fardeau. Il sentit sa gorge se serrer, ses yeux le brûlaient, mais il ne pleura pas. Il n'était pas homme à verser des larmes. La vie lui avait déjà appris à convertir la douleur en discipline. Pourtant, cette confirmation fit émerger la colère qu'il avait contenue pendant des décennies. Antonio n'était pas un patient quelconque. C'était l'homme qui l'avait abandonné, qui l'avait condamné à une enfance sans lien, sans famille, sans amour. À chaque battement de son cœur, Daniel comprenait qu'il avait maintenant quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant. Un pouvoir absolu sur le destin de celui qui lui avait refusé jusqu'au droit d'exister. À partir de ce jour, le travail cessa d'être une simple routine pour devenir le théâtre d'une vengeance silencieuse. Daniel, toujours aussi méticuleux, continuait de s'acquitter de ses fonctions avec une précision apparente, mais derrière chaque geste se cachait une intention sombre. Quand Antonio gémissait de douleur, il calculait quelques secondes supplémentaires avant d'administrer la dose d'analgésique. De petits instants, imperceptibles pour tout observateur extérieur, mais suffisants pour prolonger l'agonie. La nuit, il arrangeait les oreillers d'une manière légèrement inconfortable, s'assurant que le sommeil du vieil homme soit interrompu. Et pendant les bains, l'eau cessait d'être tiède et réconfortante pour devenir froide et cinglante, lui dérobant le dernier vestige de dignité. Tout était subtil, si délicatement cruel qu'il semblait impossible à remarquer. Mais Daniel le savait. Il recouvrait une vieille dette, fragment par fragment. Et pourtant, ce qui rongeait le plus Antonio n'était pas les petits inconforts physiques, mais la manière dont Daniel le traitait quand il parlait. Au lieu de lectures douces ou de conversations apaisantes, l'infirmier se mit à narrer des tragédies tirées des journaux, décrivant en détail les souffrances d'autres malades, comme si elles étaient les présages de sa propre fin. Le vieil homme, dans sa fragilité, ne comprenait pas pleinement, mais quelque chose dans son regard dénonçait que ces mots pénétraient profondément, même au milieu de la confusion de la démence. Dans ces rares moments de lucidité, ses yeux se remplissaient de méfiance et de peur, comme s'il reconnaissait, bien que sans clarté, l'hostilité cachée, derrière le visage serein du soignant.
Pour Daniel, c'était la torture la plus douce. Voir l'homme qu'il avait abandonné environné d'un sentiment de menace invisible, impuissant face à un châtiment qu'il ne pourrait jamais expliquer à personne. Le billet en main, Daniel se mit à parcourir la maison comme un archéologue de sa propre histoire. Il fouillait les tiroirs, les boîtes oubliées, les étagères pleines de papiers jaunis. Il trouva d'anciennes correspondances, des journaux incomplets et des documents qui révélaient des fragments d'une vie sociale intense, baignée d'ambition et de prestige. Parmi ces reliques, une série de lettres adressées à une femme dont le nom se répétait comme un murmure attira son attention. Elena. Les lettres ne parlaient pas d'amour, mais d'accords, de difficultés financières et finalement d'une séparation abrupte. Elena disparaissait des lignes comme quelqu'un qu'on aurait effacé à dessein. Pour Daniel, ce fut clair. Sa mère avait été retirée de l'équation non comme une victime du destin, mais comme un obstacle éliminé de la vie d'Antonio. Cette découverte n'apporta aucun réconfort. Elle ne fit qu'accroître sa fureur. À chaque ligne qu'il lisait, il percevait plus clairement qu'il n'avait pas été mis de côté par nécessité, mais par convenance. Antonio avait choisi sa carrière, sa réputation et son statut au-dessus de toute responsabilité humaine. Daniel, qui avait passé sa vie à croire qu'il était le fruit du hasard, de circonstances malheureuses, comprenait maintenant qu'il avait été rejeté délibérément. Cette révélation le rongeait de l'intérieur, comme un acide coulant dans ses veines. Pourtant, il gardait un visage serein devant le patient, administrant les médicaments avec son calme habituel, tandis qu'en lui grandissait un tourbillon de rancœur et de désir de justice. À chaque nouvelle visite dans la chambre, il ne voyait plus seulement un vieillard affaibli, mais l'architecte de sa propre solitude, un homme qui avait perdu le droit au pardon bien avant de perdre la santé. La routine calculée de Daniel fut interrompue lorsqu'une nièce éloignée d'Antonio, nommée Béatrice, commença à se présenter plus fréquemment à la maison. Jeune, le regard méfiant et le parler direct, elle disait vouloir accompagner les derniers jours de son oncle, mais Daniel sentait qu'il y avait plus dans ses visites que de la simple compassion. Béatrice observait les détails avec une attention excessive. Le retard dans les réponses de l'infirmier, l'inconfort presque imperceptible du patient, les rapports rédigés avec un zèle clinique mais sans émotion. Ses yeux trahissaient une intuition silencieuse. Quelque chose n'allait pas. Daniel, derrière son calme apparent, sentait sa présence comme une menace, une fissure dans le contrôle absolu qu'il chérissait tant. Pour la première fois, il comprit qu'il ne pourrait pas agir impunément pour toujours. La tension monta lorsqu'un médecin de confiance de la famille, appelé pour une évaluation de routine, nota de petites incohérences dans l'état d'Antonio. Rien qui ne puisse être prouvé, mais assez pour susciter des questions gênantes. Pourquoi le patient, même sous médication, semblait-il présenter des niveaux de douleur inhabituels? Pourquoi les comptes rendus de sommeil étaient-ils si fragmentés? Daniel répondit avec sa sérénité habituelle, utilisant l'autorité de son expérience en soins palliatifs comme bouclier. Néanmoins, en quittant la consultation, il s'aperçut que le regard du médecin n'avait pas été de confiance, mais de doute. Et les doutes, il le savait, étaient des graines dangereuses. Il suffisait d'un arrosage minime pour qu'elles germent en enquête, capables de ruiner sa vengeance silencieuse. Ce fut lors d'une aube pluvieuse que l'inattendu se produisit. Daniel venait d'ajuster la perfusion quand il remarqua qu'Antonio, jusqu'alors plongé dans des délires incohérents, le fixait avec une lucidité déconcertante. Ses yeux, autrefois troubles, semblaient refléter une clarté presque cruelle. « Je me souviens », murmura-t-il, la voix faible mais chargée d'intention. Daniel se figea. Le vieil homme prit une profonde inspiration et compléta « Tu as ses yeux. Elena, elle voulait te garder, mais je ne pouvais pas le permettre. Tu aurais tout gâché. » Chaque mot fut comme un couteau tournant dans la chair de l'infirmier. Pour la première fois, il ne s'agissait pas d'un billet ou de document. C'était l'aveu direct de l'homme qui avait choisi de le détruire avant même de lui donner une chance d'exister. Daniel sentit le sol se dérober sous ses pieds.
La colère qui l'avait guidé jusqu'alors, froide et calculée, se transforma en une flamme ardente, incontrôlable. Il n'y avait plus de doute. Antonio se souvenait même partiellement de ce qu'il avait fait. Ce regard arrogant, encore vivant derrière la décadence physique, montrait que le vieil homme ne regrettait rien. Au contraire, il semblait réaffirmer sa décision comme si elle avait été un acte logique, nécessaire. Daniel sortit de la chambre en silence, mais à l'intérieur, il sentait un tourbillon. Le désir de vengeance n'était plus seulement une ombre silencieuse, c'était une exigence, un cri intérieur. Et avec le pouvoir absolu qu'il avait sur la vie et la mort de son patient, il savait qu'il approchait du moment où il devrait choisir entre accomplir son devoir d'infirmier ou exécuter la sentence qu'il avait attendue toute une vie. Le destin ne tarda pas à placer Daniel devant le choix qu'il redoutait et désirait à la fois. Par un matin étouffant, Antonio subit une crise soudaine, une difficulté respiratoire extrême, le corps arqué de désespoir, les yeux écarquillés implorant de l'air. Daniel, entraîné à agir en quelques secondes, avait à sa disposition tout ce dont il avait besoin pour stabiliser le patient. Chaque mouvement était gravé dans son esprit comme un réflexe automatique. Le masque à oxygène, le dosage correct, l'appel immédiat au médecin. Mais cette fois, il ne bougea pas avec la même précision. Il resta immobile un instant de trop, observant l'homme qui l'avait abandonné se tordre, luttant contre sa propre fragilité. L'horloge au mur marquait chaque seconde comme une sentence. Là, Daniel tenait entre ses mains le pouvoir de laisser la souffrance prendre fin ou d'accomplir jusqu'au bout le serment professionnel qui avait soutenu sa vie jusqu'alors. En lui, deux voix s'affrontaient avec violence. L'une, froide et vengeresse, disait que c'était le moment parfait. Il suffisait de ne pas être efficace, de retarder l'intervention de quelques minutes, et toute la douleur de son enfance serait vengée. L'autre, plus subtile, lui rappelait que, s'il laissait Antonio mourir de cette façon, il serait consumé pour toujours par le même vide que son père lui avait légué. L'incapacité d'aimer, de pardonner, de construire quoi que ce soit au-delà de la douleur. Daniel transpirait, les poings serrés, le cœur battant à tout rompre. Il s'approcha lentement du lit, le masque à oxygène en main, sentant le poids d'une décision qui définirait qui il serait désormais. Le soignant qui avait gardé son honneur ou le fils qui avait exécuté sa vengeance. Au dernier instant, alors que les yeux d'Antonio commençaient déjà à perdre leur éclat, Daniel plaça le masque à oxygène sur son visage et entama les procédures de stabilisation. Ses mouvements, bien que tendus, furent fermes, presque automatiques, comme si la colère avait cédé la place à la discipline qui avait façonné sa vie. Antonio fut sauvé d'une mort imminente, mais non de la dégradation qui le consumait jour après jour. En reprenant un fil de conscience, il fixa Daniel avec un mélange de confusion et de reconnaissance, comme s'il comprenait que sa vie avait été préservée par celui à qui il avait tout refusé. Il n'y eut ni gratitude, ni regret, seulement le silence. Pour Daniel, ce silence fut plus cruel que n'importe quel mot. Sauver son père ne lui apporta pas la paix, mais lui montra la plus dure des vérités. La vengeance ne lui rendrait jamais ce qu'il avait perdu. Quelques semaines plus tard, Antonio s'éteignit naturellement, vaincu par la maladie qui rongeait son corps. Daniel, contrairement à ce qu'il avait imaginé, ne ressentit ni soulagement ni victoire. Il ne ressentit qu'un épuisement profond, comme s'il avait enfin clos un cycle de douleur qui ne lui appartenait plus. Béatrice s'occupa des funérailles et le médecin enregistra le décès comme une conséquence de la condition dégénérative, sans soulever de soupçon. En quittant la maison, Daniel jeta un dernier regard sur le manoir, désormais simple carcasse de souvenirs. Il savait qu'il porterait pour toujours les cicatrices de l'abandon, mais il comprenait aussi qu'il n'était pas devenu égal à l'homme qui l'avait rejeté. Sa vengeance fut de ne pas tuer, mais de préserver, et par ce geste, de prouver qu'il n'avait pas hérité de la froideur de son père. En franchissant les portes, la morale s'imposa silencieusement.
Certaines blessures ne guérissent jamais, mais choisir de ne pas perpétuer la cruauté est, en soi, une forme de justice.